Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir bravé les éléments pour pour moi, je crois que ça doit être la 6e conférence, je pense. Récapitulative des épisodes précédents. Nous sommes donc partis à la découverte du Nouveau Monde et de l'économie. On a commencé par prendre un petit peu de hauteur, un peu de perspective pour mieux mesurer la mutation qui est en cours. Nous ne subissons pas une crise, nous vivons une mutation. Puis nous sommes repartis de l'homme qui agit, de l'homme qui choisit, librement, logiquement, avec Bastiat. Nous avons vu ce qu'il en était de la coordination des activités humaines à l'échelle de la planète, c'était l'histoire du crayon. Nous avons vu que cette coordination, elle ne pouvait bien évidemment se faire que dans le cadre de règles. Eh bien, ces règles, c'est l'état de droit, avec un petit t. Nous avons enfin, dans notre dernière conférence, tenté de préciser et de délimiter le rôle de l'État. Nous revenons donc maintenant avec une série de conférences où on va essayer d'examiner plus à fond les concepts économiques essentiels. Et je veux revenir sur quelque chose qui est absolument fondamental. Nous allons donc commencer par la production et l'échange. Et pour ce faire, je vais vous présenter un de mes lointains ancêtres, Cros, inspiré du Cro-Magnon retrouvé dans le Périgord. C'était aussi d'ailleurs votre ancêtre. Et nous sommes il y a 35 000 ans à peu près, et sur Terre et en France, il y avait Ao. Vous avez peut-être vu ce film, Ao le Néandertalien. C'est l'homme dit Néandertal du nom de la petite vallée en Allemagne, où l'on a découvert en 1856 le premier Néandertalien, l'homme fossile distinct de l'Homo sapiens. Ao et Cros sont très différents, mais tous deux, ce sont des chasseurs-cueilleurs sur le plan économique. Et nous allons regarder la productivité d'Ao et la productivité de Cros. Ao, dans sa journée comme chasseur-cueilleur, réussit à récolter, pour les 2/3 de son temps, 2 kilos de viande et il ramasse 20 poires. Pendant que Cros, plus balèze, plus efficace en tout, récolte 60 poires et 6 kilos de viande. Donc, manifestement, ce n'est pas une découverte, mais Cros est considérablement supérieur à Ao. Maintenant, imaginons que Ao et Cros, au lieu de s'ignorer, on ne sait pas très bien s'ils s'ignoraient, ils devaient travailler ensemble, puisqu'on a même retrouvé un petit peu de patrimoine génétique commun. Imaginez que Ao et Cros décident de se spécialiser là où ils ont la meilleure efficacité relative. Il est facile de voir que Ao est proportionnellement meilleur pour ramasser les poires. Et si Ao utilise tout son temps à ramasser des poires, il va récolter 60 poires. Pendant que, en partageant un peu plus de son temps à la chasse, Cros va chasser 10 kilos de viande et ramasser seulement 40 poires. Donc, imaginons maintenant que Ao et Cros, après s'être chacun spécialisé, décident d'échanger sur la base du taux de change suivant, 30 poires contre 3 kilos de viande. Voilà donc que Ao se retrouve sur la base de cet échange avec 3 kilos de viande, 30 poires, pendant que Cros a 70 poires et 7 kilos. Je vous rappelle, donc vous avez 30 poires, 3 kilos, 70, 7 kilos. Avant, vous aviez 20 poires, 2 kilos, donc 50% de plus. Cros lui-même est aussi gagnant.
Ça, c'est la magie de l'échange. Alors je sais bien qu'il y aura quelques esprits un peu caustiques et on dit bah oui, mais enfin ça, l'exemple n'est pas très bon parce que si les hommes de Néandertal ont disparu, c'est bien la preuve qu'au jeu du libre-échange, le plus fort gagne. La réalité, c'est pas du tout ça, vous avez totalement tort. Les Néandertaliens n'ont pas du tout été exterminés par Homo sapiens. La thèse la plus communément admise aujourd'hui, en tout cas la première explication, c'est qu'ils ont disparu sous l'influence d'un déclin démographique qui avait d'ailleurs commencé pour AO bien avant qu'il soit confronté à Homo sapiens. Les communautés étaient beaucoup trop petites et, dit-on, elles étaient pas taillées pour la survie génétique de l'espèce. Et la deuxième cause, d'ailleurs, peut-être avancée pour la disparition des Néandertaliens, c'est qu'ils avaient une très très mauvaise alimentation. Ils mangeaient beaucoup trop de viande. Ils avaient oublié la règle que nous connaissons tous, 5 fruits et légumes par jour. Et s'ils avaient davantage commercé avec Cro-Magnon, peut-être qu'ils auraient eu une meilleure alimentation. Donc de cette observation, on va tirer 4 conséquences. 4 caractéristiques de l'échange. L'échange est créateur de richesse, il est toujours profitable aux deux parties, les plus faibles ont le plus intérêt au libre-échange, et les bienfaits de l'échange augmentent avec l'élargissement du cercle de l'échange. L'échange est créateur de richesse. Ça, c'est le point essentiel. La division du travail, on l'a déjà vu, la spécialisation de chacun là où il a un avantage, fait que l'échange est créateur de richesse. L'échange n'est jamais un jeu à somme nulle. Il dégage un surplus. Eh bien, c'était pas évident. C'était pas évident dans l'histoire. Depuis Aristote, nombreux sont ceux qui ont cru que le commerce était improductif. Vous avez là la démonstration de leur erreur. En bref, Monsieur Électricité et Madame Plomberie ont intérêt à se spécialiser chacun dans leur domaine, à échanger. C'est comme ça qu'on aura et une meilleure plomberie et une meilleure électricité. Deuxième caractéristique, l'échange est toujours profitable aux deux parties, puisque l'une a besoin de quelque chose qui appartient à l'autre, et réciproquement. Donc, en quelque sorte, chaque partie reçoit davantage qu'elle ne donne, à l'échelle de ses propres valeurs, et c'est ce qui fait la fécondité de l'échange. Si elle ne recevait pas plus, il n'y aurait aucun intérêt, bien évidemment, à échanger. Et la troisième caractéristique qui me paraît la plus intéressante parce que la plus méconnue, c'est que les plus faibles ont le plus intérêt au libre-échange. Vous avez vu dans mon exemple de tout à l'heure, qui tirait le meilleur parti de l'échange, c'était AO, le Néandertalien. Même si certains individus sont beaucoup plus efficaces en tout que d'autres, ils ont néanmoins intérêt à échanger avec moins productifs qu'eux. Et c'est là que nous découvrons cette vertu incroyable qui est la règle de l'échange au travers des avantages comparés. Les avantages comparatifs, vous l'avez vu, font apparaître des valeurs relatives. Ces valeurs relatives, elles sont forcément subjectives, elles ne sont jamais les mêmes d'individu à individu, et il est au bout du compte totalement faux de penser que le marché ne profite qu'aux plus compétitifs. C'est la célèbre histoire, je crois qu'elle a été racontée par le prix Nobel Samuelson, ce sera à vérifier, mais de mémoire, qui disait, mais moi je tape beaucoup mieux à la machine que ma secrétaire, mais néanmoins dans l'utilisation de mon temps, il vaut mieux quand même que je la fasse travailler et que moi je me consacre à mes travaux de recherche.
Je voudrais ajouter enfin la quatrième caractéristique intéressante. Les bienfaits de l'échange augmentent avec l'élargissement du cercle de l'échange. En fait, on l'a vu, mais le progrès de l'humanité se fait par la combinaison de la division du travail, de l'échange, sur une base toujours plus large. On a commencé au sein de la famille, le clan, la tribu, la petite région, la nation, et aujourd'hui, le monde. Le libre-échange, il agrandit le marché, les possibles, au profit des producteurs et des consommateurs. Et plus la base est large, je dirais presque plus les différences sont grandes, plus la distribution efficace du travail, de la connaissance et des richesses naturelles qui sont inégalement réparties à l'échelle du globe vont pouvoir se combiner dans un échange toujours plus fécond. Et c'est comme ça qu'il est facile d'observer que les sociétés les plus prospères sont aussi les sociétés les plus ouvertes aux échanges. Il y a quelques points que je ne vais pas aborder sur l'échange, mais je ne fais que les rappeler parce qu'ils sont fondamentaux, parce qu'on les a vus ou qu'on les verra ailleurs. L'échange, c'est, en dehors de son aspect économique, au niveau du droit, un droit fondamental. Personne ne niera la liberté du travail de chacun. Eh bien, vous n'avez pas de liberté de travail si vous n'avez pas la liberté d'échanger. Le droit d'échanger est un droit fondamental. D'ailleurs, c'est comme cela qu'on a fait un paquet lors de la Révolution française et que l'on a proclamé la liberté du commerce et de l'industrie. Laissez faire, laissez passer. La deuxième caractéristique, c'est que pour pouvoir échanger, il faut que je sois propriétaire. Je ne peux pas échanger quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. En tout cas, pas avec une vraie sécurité juridique. Donc, c'est la question des droits de propriété. On les a vus, mais on y reviendra. Et puis, bien évidemment, l'échange pose les questions de la formation des prix, de la monnaie dans laquelle on va exprimer ces prix. C'est les questions que nous verrons ultérieurement. Donc, revenons pour l'instant à la loi des avantages comparatifs. Et cette loi des avantages comparatifs, dans l'histoire des idées économiques, les bienfaits du libre-échange sont identifiés à la célèbre théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, que je vous ai déjà présenté dans une précédente conférence. J'avais alors résumé sa théorie avec ce schéma, je vous le rappelle, 2 communautés, 2 pays, un protectionniste en marinière, un autre pays, mais tous les deux en autarcie. Je essayais de montrer comment, dès lors qu'il y avait spécialisation et échange, on retrouvait ce que l'on a vu tout à l'heure au travers de l'histoire de Ao et Croix. La théorie des avantages comparatifs, elle a été formalisée en 1817 dans le célèbre traité de Ricardo des principes de l'économie politique et de l'impôt. Il faut savoir que avant Ricardo, Adam Smith avait lui tracé la théorie, non pas de l'avantage comparatif, mais de l'avantage absolu. Quand quelqu'un a un vrai avantage, il doit se spécialiser dans son avantage. Mais David Ricardo, avec ses avantages comparés, va beaucoup plus loin. Et c'est alors, cette théorie, elle a paru tellement importante que les économistes de l'époque l'ont baptisée loi. La loi des avantages comparatifs. Et son objet est donc de montrer que 2 pays ont presque toujours intérêt à échanger leur production, y compris lorsqu'un pays ne jouit d'aucun avantage absolu, qu'il est moins productif que l'autre sur toute cette production. Et c'est ce que va montrer Ricardo au travers d'un exemple célèbre, 2 pays, le Portugal et l'Angleterre. À l'époque, le Portugal est beaucoup plus productif.
les chiffres qui sont là, c'est le nombre d'hommes nécessaires pendant une année pour produire une quantité de drap ou pour produire une quantité de vin. Et manifestement, le Portugal dispose d'un avantage absolu sur les deux productions. À l'époque, Ricardo considérait le Portugal comme plus productif que l'Angleterre. Le Portugal est plus productif tant pour le vin que pour le drap, alors que l'Angleterre est relativement plus productive pour le drap que pour le vin. Ceci, dans l'esprit de Ricardo, montre que l'Angleterre et le Portugal sont deux pays gagnants si chacun se spécialise dans la production d'un produit et qu'ils subviennent à la variété de leurs besoins au travers de l'échange. Tous les pays ont donc intérêt à être libre-échangistes, même si un pays a un avantage absolu sur tous les autres pays. Cette loi, puisqu'elle est présentée sur la base de l'échange entre États, en réalité va être quand même pas mal source de confusion. Et je dirais, avec Ricardo, tous les perfectionnements ultérieurs de bien d'autres économistes, c'est le célèbre modèle HOS, Eschker, Lim, Samuelson, les modèles Kearns, Haberler, Ricardo, Winter, etc. Tous les économistes qui ont donné des nuances par rapport à la loi de Ricardo, mais à mes yeux, tous n'échappent pas à la critique. Il est vrai que Ricardo, et c'est pour ça que son modèle va être, et est encore critiqué par des gens qui combattent le libre-échange, qui disent « Ah, mais Ricardo, il n'a pas tout vu. » Oui, il n'a pas tout vu. Son modèle était plus ou moins celui d'une concurrence pure et parfaite. On verra que celle-ci n'existe pas. Il n'imaginait pas la mobilité du capital et la mobilité du travail, ce qui est quand même la caractéristique dominante de l'époque. Il imaginait que dans un pays, il y avait une sorte naturellement de plein emploi des facteurs de production. S'il venait en France aujourd'hui, il verrait que ce n'est pas le cas. Et il raisonne à partir des coûts du travail, la célèbre valeur travail de Ricardo, dont nous avons dit qu'elle avait quand même plus que des limites. Et il raisonne sur des échanges simples, le drap contre le vin, et il ne raisonne pas sur des produits complexes à très haute valeur ajoutée. Même s'il est vrai que, in fine, on peut dire que chaque pays a intérêt à se spécialiser sur dans les facteurs dont il est le mieux doté, on dira l'agriculture pour la France, le coucou suisse pour les Suisses, etc. Enfin, peu importe. Je crois que la thèse de Ricardo a ses faiblesses. D'abord, il méconnaît le rôle de l'entrepreneur, la créativité entrepreneuriale, qui va changer les choses. Il n'y a pas de fatalité. L'entrepreneur, un entrepreneur français qui va en Belgique, vu ça par hasard, peut changer la donne des avantages comparatifs entre la France et la Belgique. Mais surtout, l'essentiel de la critique ou de la source de confusion de Ricardo, elle tient au fait que les pays n'échangent pas entre eux. On a déjà parlé de cette illusion holiste. Un pays boit, un pays mange, un pays échange. Il n'y a pas d'un côté les exportations et de l'autre côté les importations. Il y a des exportateurs et il y a des importateurs, ce qui change tout, bien évidemment. Et le fait que l'on considère l'échange au travers des pays, ça va conduire à faire de la balance du commerce l'indicateur des avantages du libre-échange. Et là, on retrouve une autre erreur que l'on a déjà vue ensemble, c'est l'erreur, l'illusion mercantiliste.
Rien n'est plus trompeur que la balance du commerce. On a vu quelques exemples avec Bastia, j'y reviens. Prenez l'exemple d'un négociant qui achète à Lyon des soieries pour 500 000 €. Il les envoie au Brésil. Elles se vendent mal. Il n'en tire que 250 000 €. Avec lequel il va acheter du sucre au Brésil, qu'il va ramener en France, où il va les vendre 300 000 €. Il a perdu 200 000 €. Dans la balance du commerce, pas du tout. C'est un excédent commercial. Sa perte devient un excédent. À l'inverse, en supposant que les importations en sucre dépassent ces ventes de soieries, le négociant qui aurait gagné cette fois-ci 200 000 €, la France les aurait perdus. Va comprendre. C'est pour ça que Bastia, poussant la théorie jusqu'à l'absurde, disait, selon la théorie de la balance du commerce, la France a un moyen fort simple de doubler à chaque instant ses capitaux. Il suffit qu'après les avoir fait passer par la douane, elle les jette aussitôt à la mer. Dans ce cas, les exportations seront égales au montant des capitaux, les importations seront nulles et même impossibles, et nous aurons gagné tout ce que l'océan aura englouti, toujours distrayant Frédéric Bastiat. En fait, vous voyez bien que la réalité, c'est que la balance commerciale du commerce est en fait une addition de balances commerciales individuelles, d'entreprises, de consommateurs. Or, par nature, chaque balance individuelle est positive. Sinon, on n'échangerait pas. Comment une série de balances positives peuvent aboutir à un résultat négatif? C'est la magie des statistiques. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas trop d'intérêt à se plancher là-dessus. Mais j'ai quand même tenu à le faire. J'ai essayé d'établir la balance, pour les États qui importent, sont exportateurs et exportateurs. J'ai essayé de construire la balance commerciale de Saint-Tropez. Et là, j'ai fait une découverte, c'est qu'ils ne produisent quasiment rien à Saint-Tropez. Ils importent tout. J'en ai conclu qu'ils devaient donc tous être très, très, très pauvres. La réalité, vous le voyez, c'est que la balance est par nature quelque chose d'extrêmement discutable et porteur de nombreuses illusions. Nous avons déjà pris cet exemple de l'iPhone, comptabilisé en provenance de Chine, 179 $ de déficit par iPhone dans la balance du commerce américaine. On a vu l'étude qui s'est amusée à décomposer la provenance des composants et surtout la chaîne de valeur. En réalité, l'assemblage final en Chine ne représente que 6,5 $. 3,5% du prix des importations aux États-Unis, 1,3% du prix de vente aux États-Unis. C'est-à-dire que l'essentiel de la valeur de l'iPhone est rapatrié dans la chaîne des valeurs ajoutées aux États-Unis. Tant mieux pour monsieur que Steve Jobs, mais c'est là encore une illusion que de regarder la balance du commerce lorsque l'on parle de l'iPhone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un petit mouvement qui prend corps en ce moment, qui consiste à dire, mais ça paraît tellement bête, qu'il faudrait essayer de travailler autrement. Et vous avez l'idée de reconsidérer la valeur commerciale sur une base des commerces en valeur ajoutée. Je ne suis pas certain que ça ajouterait grand-chose, mais l'essentiel que l'on retient, c'est que la balance du commerce est toujours un indicateur faux, et que deuxièmement, s'il y a un indicateur qui, lui, ne ment pas, c'est la balance des paiements. Un excédent. Les variations de la balance commerciale, c'est ce que j'ai essayé de dire par ce dessin,
ont toujours une contrepartie dans le flux des capitaux. L'excédent des uns, c'est le déficit des autres. Un excédent financier, d'ailleurs lui-même trompeur, il peut signifier soit le financement de la croissance par des capitaux étrangers dans le cadre d'un pays en développement, soit le rachat d'entreprises nationales pour un pays développé. Quelle est la bonne interprétation ? Il faut regarder, bien évidemment, de plus près. Un excédent commercial peut signifier soit qu'un pays exporte beaucoup, soit qu'il importe peu. Les plus beaux excédents de notre balance du commerce en France sont de 40 à 44. Ça ne veut pas dire que nous étions pour autant très riches. Donc, on peut penser que ce déséquilibre avait d'autres causes. Donc l'indicateur qui, lui, ne ment pas, qui est intéressant, c'est celui de la balance des paiements, qui est toujours présenté selon la règle, vous le savez, de la comptabilité en partie double, avec d'un côté le solde des transactions courantes, c'est la balance du commerce dont on a parlé, c'est la balance des services, transport, voyage, assurance, etc., très important. Plus le solde du compte de capital. Le solde du compte de capital, c'est les remises de dettes, les acquisitions d'actifs non financiers, les brevets, les droits d'auteur, etc., etc. Et le solde du compte financier, pardon, je reviens en arrière, le solde du compte financier, c'est-à-dire les investissements français d'un côté à l'étranger, et les investissements des étrangers non résidents en France. Et les avoirs de réserve qui correspondent eux-mêmes au mouvement monétaire, toujours dans les soldes du compte financier, c'est-à-dire l'or, les devises, les droits de tirage spéciaux que l'on a au FMI, etc. Et puis vous avez une ligne supplémentaire qui sont les erreurs ou les omissions nettes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la balance des paiements est par nature toujours en équilibre. Et lorsque les journalistes ou d'autres parlent du déficit de la balance des paiements, ils font le plus souvent en réalité référence au solde des transactions courantes. L'excédent de la balance des capitaux et le déficit de la balance courante, commerce et services, sont les deux faces d'une même médaille. Un déficit de la balance commerciale a toujours en contrepartie une contrepartie dans le flux des capitaux. Il faut bien que quelqu'un finance. Ce qui nous amène, après ces quelques précisions, à parler de la réaction au libre-échange, le protectionnisme, les théories protectionnistes et les arguments des protectionnistes vus par les économistes. Aujourd'hui, plus personne ne propose de revenir à un système d'octroi et de péage à l'instar de ce qu'il était en France au Moyen-Âge. 7 passages de douane et 7 taxes pour un chariot qui partait de Bretagne et qui allait à Marseille. En réalité, plus personne ne propose de revenir là-dessus. Même sur l'Europe, la prudence est de mise. En réalité, les objections à la liberté du commerce se concentrent sur les échanges à l'échelle du monde. Pour les économistes historiens, tous les arguments qui sont aujourd'hui mis en avant contre le libre-échange n'ont rien de bien nouveau. Ce sont les habits neufs d'un bien vieux protectionnisme. Au début des siècles derniers, on dénonçait déjà la concurrence des étrangers en France. Cette racaille piémontaise qui vient voler le pain des Français.
On dénonçait les usines françaises établies en Pologne ou en Italie. Alors certains disent aujourd'hui, mais oui, mais maintenant tout a changé, parce que quand même, avec la rapidité des moyens de communication, les énormes pots conteneurs, etc., le très lointain est devenu très proche. Et là encore, hein, j'ai tombé sur ce texte du textile parisien qui protestait parce qu'il y avait une énorme innovation qui venait d'arriver. Pensez le chemin de fer. Et avec le chemin de fer, on assistait à l'exode des tissages et des filatures vers les Vosges, qui allait, je le cite, mettre les petits bergers des Vosges en concurrence avec les pauvres lingères brodeuses, mères de famille de Lyon ou de Paris. C'est beau comme du Montebourg. Donc, pour protéger l'industrie et le commerce, on a invoqué toute une série d'arguments et on a mis en œuvre toute une série de moyens: taxation, subvention, exemption d'impôts, règlements, restrictions, prescriptions. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le protectionnisme repose sur une profonde illusion. Une illusion d'optique. Il y a, une fois encore, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. On va prendre un exemple. Prenons notre petit bonhomme qui a le choix entre acheter une paire de baskets Made in France à 150 € et Made in World à 80 €. Et notre petit consommateur va faire un choix guère patriotique en choisissant le bon marché du Made in World. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il a gagné un pouvoir d'achat supplémentaire de 70 €, avec lequel il va pouvoir acheter des livres ou aller au restaurant. Ce que l'on ne voit pas encore, et ce que l'on voit toujours beaucoup moins, c'est que les 80 € touchés par le producteur étranger, il ne va pas les mettre dans un cochon rose. Il ne va pas les enterrer dans son jardin. C'est un pouvoir d'achat sur la France qui va, sous une forme ou sous une autre, revenir en France et bénéficier à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, j'ai pris l'exemple que ces 80 € serviront, avec bien d'autres euros, à acheter un Airbus. Comme le disait le ministre chinois du commerce extérieur il y a de nombreuses années, vous n'imaginez pas le nombre de chemises qu'il nous faut vendre en France pour pouvoir acheter un Airbus. Ce qui revient à dire que si j'avais protégé mon producteur français en interdisant l'importation des baskets, il aurait été heureux, bien sûr. Mais il aurait fait deux malheureux. Un profit pour lui, deux pertes. Une perte pour mon restaurateur, une perte pour mon constructeur d'avions. C'est ainsi que si on dissipe cette illusion d'optique, on s'aperçoit que la concurrence internationale n'oppose pas une entreprise française à une méchante entreprise étrangère, mais oppose une entreprise française à deux autres entreprises françaises qui auraient bénéficié l'une des 70 € de gain de mon pouvoir d'achat, l'autre du retour des 80 €. C'est pourquoi le libre-échange est en lui-même, on l'a vu, un jeu à somme positive. La protection est toujours un jeu à somme nulle. L'avantage obtenu par les producteurs dans une activité protégée se fait nécessairement aux dépens d'autres producteurs. Enfin, ça, c'est la théorie. Maintenant,
nuançons un peu avec la pratique. Mon producteur français, il n'a pas vendu ses baskets. Donc, il va licencier. Ce qui n'est pas en soi un problème, puisque en réalité, on aura remplacé une activité moins productive par une activité plus productive, il y aura eu un gain de pouvoir d'achat. Ce n'est pas un problème si les capitaux, les talents et les emplois libérés en quelque sorte par le fait que mon petit bonhomme n'a pas acheté les baskets français, trouvent à se réemployer ailleurs et rapidement. Alors ça dépend des pays. Ça dépend de la vitalité de l'entrepreneuriat, de la motivation. Ça dépend des capitaux. Ça dépend beaucoup du marché de la formation et du marché du travail. Il y a des pays où ça fonctionne très bien. Il y a d'autres pays, là c'est un peu nous, où ça fonctionne bien évidemment beaucoup plus mal. Et puis, quand je parlais de retour des 80 €, en réalité, quand j'avais fait ce schéma, il y a bien longtemps, j'utilisais des francs. Alors le franc, il retourne en France, il n'y a pas de miracle. L'euro, il retourne dans la zone euro. C'est-à-dire que mes 80 €, ils peuvent servir à acheter une machine en Allemagne. De la même façon que s'ils étaient à Paris, ils auraient pu servir à acheter quelque chose à Toulouse, si ça avait été un franc. Mais donc ça, il faut être compétitif. Le deuxième point, peut-être le plus important, c'est que quand ces 80 € vont revenir en France, ils ne vont pas forcément revenir dans l'économie marchande. Ils peuvent revenir sous la forme d'achat de sécurité de bons du Trésor français. Et au lieu de financer l'économie marchande, ils vont financer les déficits de la France. Ce qui, bien évidemment, sur le plan économique, n'aura pas le même impact. Mais ce que je viens de dire, ça, la rigidité, le déficit, c'est pas la faute de l'étranger, c'est pas la faute du petit bonhomme. Ça, c'est le problème qui se pose indépendamment de l'échange, d'ailleurs, qui se pose au regard du processus de destruction, création et création de richesse. Si la création de richesse est accaparée en France par la dépense publique, c'est à peu près équivalent que si elle est accaparée au plan international. Et s'il y a des rigidités nationales, peu importe si c'est l'échange qui les révèle ou bêtement la panne de création de richesse en France. Donc, vous voyez bien là des problèmes que peut poser le libre-échange, mais encore une fois, ils ne sont pas imputables au libre-échange en soi. Ce qui est intéressant encore de remarquer, c'est que la protection en soi, c'est toujours un impôt. Il s'agit de forcer à acheter une paire de chaussures nationales à 150 € au lieu de 80 €, c'est exactement l'équivalent d'un prélèvement de 70 €. Lorsque certains esprits un peu simplistes, c'était dommage d'ailleurs qu'ils soient au sommet de l'État, mais peu importe, lorsque les esprits un peu simplistes expliquaient doctement qu'avec la TVA sur les produits étrangers, c'était les produits étrangers qui allaient payer notre sécurité sociale, c'était un raccourci selon cette vieille règle. Si vous mettez un impôt sur les vaches, ce ne sont pas les vaches qui paient les impôts. Si vous mettez un impôt sur les produits importés, c'est toujours le consommateur français qui, in fine, bien évidemment, paiera l'impôt. Donc, quelles que soient les formes de protection, à l'arrivée, cela repose sur le consommateur français. Une autre chose importante dont il faut dire un mot, c'est que, au fond, le libre-échange et le progrès technique, ce sont deux frères jumeaux. Qu'est-ce qu'on reproche au libre-échange international ? La possibilité offerte à des étrangers de produire meilleur marché que nous et donc de détruire nos emplois. Le reproche est exactement le même au regard de machines qui peuvent accomplir le même travail que des gens rangés à la chaîne de façon
à économiser d'ailleurs leur peine, à économiser de l'argent, à être plus productifs. Le résultat est totalement identique. Ce qui m'a longtemps fait dire, ce qui est machinal, la machine le fait ou le fera. Ce que nos machines ne font pas encore, les Chinois le font et le feront. Ce que les Chinois font, nos robots, demain, le feront. Avec un petit bémol, ce que nos robots feront demain, les robots chinois pourront le faire après-demain. Mais bon, ça, c'est la loi du progrès. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Dans les deux cas de figure, vous avez une économie de main-d'œuvre créatrice de richesse. Dans un cas, c'est par la Chine. Dans l'autre cas, c'est par mon robot. Ce n'est pas grave en soi. S'il y a souplesse de l'économie, comme on l'a dit, pour recréer les emplois disparus, et si aussi le gain de valeur ajoutée de ma machine ou de mon libre-échange se redéverse dans l'économie. S'il est confisqué par l'État, la machine à recréer des emplois se grippe, bien évidemment. Et je crois qu'on en avait dit un mot, c'est la célèbre théorie du déversement que l'on doit à Alfred Sauvy. La mécanisation, c'est formidable. Ça crée énormément de valeur ajoutée et ça permet de redéverser les gains de valeur ajoutée dans d'autres secteurs généralement. C'est pour ça que ça s'appelle la théorie du déversement, c'est-à-dire que vous avez un grand déversement des emplois industriels vers les emplois de services, à condition bien évidemment que cette valeur ajoutée ne soit pas confisquée. La réalité, c'est que dans les faits, quand ça fonctionne, les pays les plus robotisés sont aussi ceux qui connaissent le moins de problèmes d'emploi. La machine, contrairement à ce que l'on a pu croire il y a longtemps, ne détruit pas des emplois. Elle libère du travail et des capitaux, elle les rend disponibles pour d'autres tâches, à condition bien évidemment que l'on sache susciter, encourager cette autre tâche. Refuser la concurrence du travail étranger, c'est exactement de même nature que refuser le progrès technique et la machine. Il n'existe pas de différence entre repousser une marchandise étrangère et briser des machines. Ce sont deux actes qui procèdent exactement de la même doctrine. Autre observation d'économiste, c'est que exportation et importation pile et face, les deux faces d'une même monnaie. Il faut bien rentrer dans le raisonnement. C'est la même chose d'imposer un droit de douane sur les importations que si l'on imposait un droit de douane sur les exportations. Suivez-moi. Si je subventionne une exportation, je subventionne en même temps une activité qui va rapporter des devises à celui qui va acheter le produit subventionné. Ayant plus de devises, il va pouvoir apporter des biens ou des services à son tour. Donc la subvention à l'exportation est équivalente d'une subvention à l'importation par les étrangers. Et à l'inverse, les droits de douane sur les importations ont un effet totalement symétrique. Si vous taxez les importations, vous rendez beaucoup plus difficile pour les étrangers l'achat de produits français. Et s'ils achètent moins de produits français, eh bien, l'entrave à l'importation équivaut à une entrave à l'exportation. Enfin, il y a un autre argument qui est la base de peut-être le plus actuel, le plus utilisé dans le débat courant. C'est le faux argument de l'égalité des conditions de concurrence. Nous sommes en train de parler d'économie. L'économie, ce n'est pas un jeu. L'égalité de conditions de concurrence, c'est formidable pour une course hippique,
Mais si j'ai un chantier avec des bulldozers, je ne demande pas à ce qu'ils soient tous dans la même catégorie. Je cherche le bulldozer le plus efficace, bien évidemment. Le critère de l'économie, ça n'a rien à voir avec l'égalité des conditions de concurrence. C'est le contraire même. C'est l'efficacité maximum. Et s'il fallait d'ailleurs parler d'égalité de conditions de concurrence, alors franchement, quel casse-tête! De quelle égalité va-t-on parler? Du climat? Des aptitudes? De la législation économique? Des charges publiques? Des salaires? De l'abondance du capital? De l'accès aux matières premières? Ce sont là autant d'inégalités de conditions de concurrence qui, grâce à l'échange, justement, vont être fécondes et elles vont permettre de créer de la valeur. L'inégalité des conditions de concurrence, c'est consubstantiel à la fécondité de l'échange. Et si par hasard, d'ailleurs, on voulait égaliser ces conditions de concurrence, je souhaite bien du plaisir, lesquelles et jusqu'où? Le temps de travail? 35 heures? 40 heures, 45, 38, une moyenne. Les impôts, les salaires. Et s'il fallait le faire, on le fait par le haut, on le fait par le bas, on le fait par la moyenne. Qui peut répondre à cela? Et les conditions naturelles? Est-ce qu'il faudrait, je fais du mauvais Bastia, harmoniser les jours de soleil pour rétablir les qualités des conditions de concurrence en matière de tourisme? Vous voyez bien que tout ceci n'a guère de sens, même si ceci sert de prétexte, mais on va y venir, à tous les arguments protectionnistes. Vous voyez, un argument protectionniste qui est le plus spécieux. On vous dit, ouais, mais quand même, le commerce, l'argent, ne doit pas dominer la vie. Et il faudrait subordonner les droits du commerce à un certain nombre de droits fondamentaux beaucoup plus nobles, comme les droits sociaux, les droits environnementaux. Respect. D'abord, il n'est pas inintéressant de noter que la plupart de ceux qui vous disent cela oublient toujours les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme par une dictature, on ne vous en parle pas. Les droits sociaux, syndicats, les droits environnementaux, bizarre, on oublie les droits de l'homme. Mais ce qui est plus important de noter, c'est que, en réalité, la liberté du commerce et de l'industrie, considérée comme telle par le Conseil constitutionnel, c'est un droit fondamental. Cela fait partie du corpus des droits de l'homme. Donc ce sont déjà des droits fondamentaux. Et nous avons vu dans une précédente conférence la supériorité des droits à liberté, des droits d'agir, sur les droits à, que sont les droits créances, que sont souvent d'ailleurs les droits sociaux ou les droits environnementaux. Et d'ailleurs, les pays pauvres ne s'y trompent pas, car ce sont eux les premiers qui voient dans l'invocation de ces limitations l'alibi, la tenue camouflée d'un bon vieux protectionnisme. Ça revient à dire quoi? Que les riches devraient échanger entre eux, les pauvres pourraient leur acheter, mais surtout pas leur vendre. Réserver le libre-échange à ces situations de domination des pays riches sur les pays pauvres aurait quelque chose, à mon avis, pas conforme à l'idée que l'on se fait du respect des droits fondamentaux de la personne. Si vous deviez réserver l'échange aux pays démocratiques qui ont atteint un certain stade de développement, comparable ou un peu inférieur au nôtre, mais qui soient capables de payer de bons salaires, mieux protéger leur cadre de vie, en fait, si vous mettiez cette exigence, vous condamneriez les pays pauvres à la pauvreté. Et je dirais même dans le cas des dictatures, c'est une question que je me suis longtemps posée, est-ce qu'on doit commercer avec les dictatures?
J'ai écouté ce que disent les militants des droits de l'homme dans ces pays. Et ce sont eux qui disent commercer avec les pays qui nous oppriment. Parce qu'au travers des liens commerciaux et des liens d'échange, c'est une chance supplémentaire de desserrer l'étreinte. Les droits de l'homme, donc, en aucun cas ne peuvent être considérés comme des droits de douane. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser, en revanche, la sanction commerciale comme arme, non plus économique, mais comme arme politique contre le travail esclave. C'est ce qui fut fait naguère avec les campagnes très libérales contre le sucre esclave. Le sucre produit par les esclaves que l'on refusait d'acheter ou que l'on boycottait. Ou pour faire évoluer le droit social, avec prudence, c'est une question complexe, mais je pense au travail des enfants, avoir des exigences de consommateurs, des exigences de marque, et puis surtout avoir des actions en contrepartie, d'éducation, etc. En fait, derrière cette revendication de l'égalité des conditions de concurrence, il y a tout le procès que l'on fait à la mondialisation et plus particulièrement au dumping. Le dumping, c'est en réalité un terme qui est lui-même trompeur. C'est un faux procès. L'usage du mot dumping, en réalité, n'est applicable en droit international qu'à des comportements potentiellement répréhensibles de vente inférieure sur le marché international au prix du marché national, avec une méchante intention de détruire la concurrence pour prendre la place des autres. C'est ainsi que, par exemple, le fait que Renault ou Peugeot vendent moins cher la même voiture en Belgique ou dans un autre pays européen n'est pas nécessairement jugé comme du dumping. Il faut qu'il y ait cette méchante intention. Il faudrait aussi, disent certains économistes, que le dumping soit soutenable sur le long terme, ce qui est une discussion qu'on peut ouvrir. Si le ciel m'envoyait des cailles toutes rôties, est-ce que je devrais avoir l'obligation de me fournir chez le rôtisseur voisin ? Ça se discute. Mais bon, laissons cet aspect de la qualification juridique du dumping. Une chose est certaine, c'est que lorsque l'on parle des frères dumping qui sont au banc des accusés, dumping fiscal, dumping social et dumping écologique, en réalité, ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce dumping. On considère comme dumping, au fond, le fait que les pays ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Alors, reprenons-le. Dumping fiscal. On est victime d'un dumping fiscal du monde entier. Et on ne devrait plus commercer avec personne, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que le monde entier pratique des impôts inférieurs aux nôtres. Donc, au nom de la lutte contre le dumping, bien évidemment, commerçons entre nous. Il y a un faible impôt sur les sociétés en Irlande, il a baissé en Angleterre, il y a un impôt unique de 20% dans les pays baltes, de 10% en Bulgarie, pas de plus-value en Belgique, pas d'ISF en Allemagne. Ouais, mais tout ceci, ce sont des choix publics qui correspondent généralement à une dépense publique inférieure. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rapprocher de qui ? Baisser l'ISF, copier la flat tax ? Et dumping pour dumping, est-ce que l'Irlande ne pourrait pas reprocher à la France ses exonérations de charges sociales ou son crédit impôt compétitivité ? Vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Chaque pays a sa propre fiscalité, ses propres avantages comparatifs, son degré d'ensoleillement. Ce n'est pas pour autant du dumping. Vouloir harmoniser la fiscalité en Europe, c'est en réalité une réaction de cartel de ministres des Finances qui se disaient, écoutez, si on pouvait arrêter de se faire une concurrence fiscale et qu'on se fasse un bon petit cartel pour éviter les fuites, ça serait peut-être la meilleure des solutions.
Dumping social et salarial. Il est évident que beaucoup de nos producteurs nationaux se trouvent en concurrence d'exportateurs dans des pays où les droits syndicaux sont plus faibles, où le coût salarial est considérablement inférieur. Mais si les salaires sont inférieurs dans les pays pauvres aux pays riches, c'est qu'en même temps, la productivité globale est aussi beaucoup plus faible. J'adore l'idée, il faudrait, dit-on, un SMIC européen. Formidable. Et bien évidemment, tirer vers le haut, à l'exemple du SMIC français. Et on va imposer ça demain, aux Grecs, aux Portugais, qui ne voient qu'on tuerait instantanément les dernières chances de ces deux économies. Ceci n'a rigoureusement aucun sens. Cela fait bas salaire, font partie de l'avantage comparatif, ce qui permet progressivement de remonter les salaires. On en dira un mot tout à l'heure. Le fait que les salaires des pays pauvres soient plus faibles, ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas une hérésie économique, c'est parce que la productivité moyenne est plus faible. Et c'est le rôle des taux de change que de corriger, le cas échéant, ces inégalités de productivité. Et au fur et à mesure qu'un pays, ou que les pays les moins productifs élèvent leur productivité, leur monnaie devrait dans le même temps se réévaluer, on en reparlera, se rapprocher de ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en réalité, le libre-échange, pour bien fonctionner, exige que, dans le même temps, les États ne manipulent pas les monnaies. Or, nous sommes victimes, on en reparlera, de deux grandes manipulations essentielles. La Chine d'un côté, les Américains de l'autre, les taux longs d'un côté, les taux courts de l'autre. Mais s'il existe des désordres monétaires engendrés par un certain nombre de manipulations des États qui empêchent les ajustements plus fins des coûts, ce n'est pas le libre-échange qui est responsable. Ne prenons pas le libre-échange en otage. Ce sont des politiques monétaires qu'il faut réformer. En principe, en change flottant, ces questions-là ne devraient pas se poser. Donc ne faisons pas du libre-échange le bouc émissaire de nos désordres monétaires. Et d'ailleurs, très souvent, c'est que lorsque vous avez un problème monétaire que arrivent les pressions en faveur de la protection. La réalité, c'est que, à ce stade, sans anticiper sur une prochaine conférence, mais l'euro un peu surévalué, et par rapport à quoi? En moyenne. Oui, mais la moyenne, ça veut dire quoi? La moyenne, ça n'a pas le même sens pour les Grecs, pour les Français, pour les Allemands. Il y a des pays qui dépendent de matières premières et des pays qui sont producteurs. Donc tout ça, bien évidemment, avec une réflexion moyenne. Et toujours en moyenne, si je regarde ce qui s'est passé en Chine sur les 5 dernières années, le coût du travail avec l'augmentation partielle du taux de change, c'est grosso modo plus 50%, et ça s'accélère. À tel point qu'on voit le moment où la délocalisation en Chine aura perdu son avantage salarial. Troisième dumping, le dumping écologique. Les contraintes que nous imposons en matière écologique pour sauver la planète. Il y a des passagers clandestins, beaucoup de passagers clandestins, qui ne s'imposent pas les mêmes contraintes. Ce n'est pas juste. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait corriger tout cela, soit en fermant nos frontières, soit à formule plus subtile, en mettant une taxe sur le CO2 importé. Bonjour l'agence qui va mesurer le CO2 de mon iPad.
qui serait bien évidemment une taxe supplémentaire reversée au budget des États ou au budget de l'Europe. Là encore, ceci n'a pas de sens, on pourrait développer longtemps, ne serait-ce que pour une raison. C'est que si je rentre dans la question du réchauffement climatique, et que je pense que c'est effectivement un excès de CO2 qui risque de rendre les lendemains difficiles. À partir de ce moment-là, ce qui compte dans le rendez-vous difficile, c'est le stock de CO2 déjà accumulé et le flux nouveau. Donc il serait logique, si j'étais chinois, de dire écoutez, vous êtes bien gentils, mais en réalité, si on a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que vous, pays industriels, vous avez déjà rempli l'atmosphère avec votre CO2, sachant qu'une tonne de béton égale grosso modo une tonne de CO2, c'est relativement facile de faire une taxe sur le stock de CO2 accumulé par les pays riches. Vous voyez que l'argument a autant de pertinence, à mes yeux, que l'argument précédent. Et je n'imagine pas quelle économie nous serions s'il existait ici et là des agences publiques chargées de fixer pour chaque produit le juste prix écologique. Le juste prix, il n'en existe qu'un, c'est le prix de marché. Or, bien entendu, laisser faire, c'est pas laisser polluer. Laisser passer, c'est pas laisser contaminer. La liberté a besoin d'être accompagnée par des règles de responsabilité, par exemple de règles de circulation maritime ou des règles sanitaires que des autorités doivent veiller à faire respecter. Et s'agissant de la question beaucoup plus complexe, d'ailleurs, du réchauffement climatique, quoi qu'on pense de la réalité de la menace, la vérité, c'est que ce sont les énergies propres, les moteurs propres, les progrès de nos industries qui sont la vraie réponse et que l'on a intérêt à encourager pour qu'ils soient le plus rapide possible, de la même façon que, là encore, des mécanismes de marché, des quotas de production permettent, si on le souhaite, de maîtriser les émissions pour les pays qui veulent le faire. Vous avez donc de vrais défis climatiques, mais en aucun cas les arguments du dumping écologique sont une réponse. Encore une fois, ça c'est l'habit vert du vieux protectionnisme. J'en arrive au grand sujet qui alimente les débats et qui justifie toutes les interventions de protection de l'État. Je veux parler des délocalisations. Elles pèsent assurément énormément dans la peur de la mondialisation. Mais ne perdons pas de vue que nous ne subissons pas une crise. Nous vivons une mutation, celle de la société industrielle vers la société mondiale de la connaissance, à l'instar de la révolution industrielle à partir de la fin du XVIIIe, qui a détrôné la civilisation agricole. L'agriculture représentait, au début du siècle dernier, 90% de la population. 36% au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle était déficitaire. On exporte aujourd'hui avec moins de 4% de la population employée dans l'agriculture. Et de même façon aujourd'hui, le passage de la civilisation industrielle à la civilisation mondiale de la connaissance entraîne une diminution du poids relatif, seulement du poids relatif, de l'industrie. Et c'est vrai dans le monde entier. Vous avez l'apparition de nombreux pays émergents avec de nombreuses industries, ouais, mais tout ça se fait dans un total de l'industrie qui décline. 27% du PIB mondial en industrie en 1970, 17% aujourd'hui. En 1970, bonne date de référence, ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans, un salarié de l'industrie en France produisait 74 000 euros par an de production industrielle. 40 ans plus tard, son fils produit
273 000 euros. Dans le même temps, les effectifs ont été divisés par 2. Bref, vous voyez que l'on produit 2 fois plus de valeur ajoutée, même plus, avec 2 fois moins de monde, ce qui fait une productivité multipliée par 4. D'ailleurs, on le retrouve concrètement. Il fallait en 1970 2265 heures de SMIC pour se payer une R5. Et aujourd'hui, avec moins de 1000 heures, vous pouvez vous payer une Twingo, qui est un modèle plus perfectionné que la R5. En réalité, la désindustrialisation dont on fait les gorges chaudes aujourd'hui, la désindustrialisation française est en ligne avec le monde et avec les autres pays européens. À 2 bémols près. Le premier, c'est la bonne santé de l'Allemagne et de son modèle mercantiliste et le fait qu'ils ont bénéficié d'un euro, etc., etc. Le deuxième bémol, c'est la mauvaise santé de la France dans la dernière période, la dernière décennie, et plus particulièrement depuis 2007, 2008, 2009. Je ne réussis pas à m'ôter de la tête que ce décrochage est peut-être lié à une politique économique contre-productive. Souvenez-vous, il y avait trop de profits dans l'industrie. Il fallait redistribuer les profits. Et on imaginait même au sommet de l'État la fameuse règle des 3 tiers. On a terminé en se disant, quelques années plus tard, qu'il n'y avait pas assez de profits dans l'industrie et qu'il fallait prélever sur les salaires pour les rendre aux entreprises. Une politique de zigzag est rarement une bonne politique. Souvenez-vous, on nous disait qu'il faut réhabiliter la valeur travail dans un marxisme mal digéré. La valeur travail, c'est privilégier l'emploi sur la création de richesse. Mais c'est absurde. C'est ce que l'on a fait. Toute une série de détaxations des emplois qui, en réalité, jouent contre la compétitivité. Si je subventionne les emplois les moins qualifiés, peu de chances que ça joue pour la compétitivité. Quand, surtout dans le même temps, je surtaxe les emplois les plus qualifiés et le capital. Souvenez-vous encore, on veut bien aider l'industrie automobile pendant la crise, mais à une condition, pas un licenciement. Et quelques temps plus tard, on s'aperçoit qu'on a 20% de surproduction dans l'automobile. Donc, je veux dire, ne jugeons pas la situation française, elle a ses particularités, et essayons de regarder le problème industriel dans son ensemble. D'ailleurs, si je devais juger la situation française, il faudrait que déjà on fasse le calcul. Je vous ai déjà dit qu'on ne calculait plus le PIB marchand. On calcule le PIB total. Ouais, mais je demande ce que voit l'industrie par rapport au PIB marchand. Elle a diminué par rapport au PIB total, mais dans le PIB total, quand j'augmente le nombre de fonctionnaires, bah oui. Par rapport au PIB marchand, ça mériterait d'être regardé de plus près. J'ai regardé, c'est pas le PIB marchand, mais la part de la production, c'est plus compliqué que ça, le PIB marchand. En réalité, en 40 ans, sur cette période, 70-2010, la part de la production industrielle, de l'industrie, est passée de 34 à 27%. Et que la diminution est beaucoup plus faible et beaucoup plus en ligne avec le monde. Toujours est-il que, une fois ces bémols analysés, l'industrie se transforme. Elle externalise, elle s'automatise, elle s'internationalise et industrie et services se mélangent. Elle externalise. De nombreuses tâches qui étaient effectuées hier en interne sont externalisées. L'ingénierie, le marketing, le gardiennage, la restauration. C'était autrefois comptabilisé dans les emplois industriels, c'est maintenant comptabilisé dans les emplois de service. Je crois qu'on a gagné je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me semble que c'est plus de 2 millions d'emplois ont été gagnés par ce transfert. Le deuxième point, c'est que l'industrie l'industrie s'automatise, elle se robotise. La hausse de la productivité dans l'industrie, les machines, etc., fait que moins d'emplois sont nécessaires par unité produite. Plus il y a de robots, plus il y a d'emplois industriels, contrairement à ce que l'on croit.
Il y a 2 fois plus de robots industriels en Italie qu'en France, 4 fois plus en Allemagne. Et l'écart se creuse. L'an dernier, 19 500 robots achetés en Allemagne, 2 900 en France. C'est dommage parce que vous avez un phénomène qui arrive, c'est la robot-localisation, c'est-à-dire la perspective de rapatrier des activités, de les exécuter dans de meilleures conditions, de façon plus créative, avec des circuits courts, sur le territoire national, grâce à cette liaison homme-machine. L'industrie, enfin, s'internationalise, l'élargissement de l'échange à l'échelle de la planète fait que le moindre produit, j'ai pris une automobile, le moindre produit est une combinaison extrêmement complexe d'intrants venus du monde entier. Là, j'ai pris un Boeing. Moi-même, en tant qu'activité industrielle, j'ai une activité industrielle par là, dans les injecteurs du moteur. La partie chaude, et rien que mes intrants, c'est le travail de 12 usines et d'énormément d'intrants eux-mêmes qui viennent du monde entier. Donc c'est l'extrême difficulté aujourd'hui de comparer l'industrie avec les produits simples d'hier. Je voudrais vous prendre un exemple d'actualité, c'est la célèbre friteuse Actifry, sans huile, popularisée il y a quelques jours par Oprah Winfrey, 16 millions de followers sur Twitter, et elle a dit gratuitement, je tiens à dire qu'Actifry a changé ma vie. Le cours de bourse a fait 5%. Valeur travail, je ne sais pas où elle est là. Mais derrière cette friteuse, il y a toute une histoire. C'est l'extraordinaire histoire de Seb, implanté dans le monde entier, avec des usines en Chine, un peu plus de 1100 ou 1200 ingénieurs, en permanence en train d'innover. C'est le multicuiseur Coucou qu'ils ont fait à partir de ce cuiseur qu'ils avaient inventé, cuiseur de riz qu'ils avaient inventé pour les Chinois, c'est l'aspirateur silencieux, c'est le fer à lisser, extraordinaire innovation. Là, elle est intéressante parce que l'Actifry, comme tous les produits à valeur ajoutée, sont à haute valeur ajoutée, est produit en France, dans une usine en Normandie, et c'est vendu 4 fois plus cher qu'une friteuse ordinaire, tout en demandant beaucoup moins d'huile et en vous permettant, mesdames, messieurs, de garder la ligne. Je n'ai pas la force de recommandation d'Oprah Winfrey, mais j'aurais tenté ce qui me paraissait nécessaire. Donc, en réalité, l'économie s'internationalise et le tout, c'est pour un pays, c'est de récupérer la meilleure part de valeur ajoutée qu'il est capable de récupérer. D'ailleurs, quand on parle des délocalisations, dans la perte d'emplois industriels, la part des délocalisations reste très marginale. Il y a 2 études que je vous cite. Une, c'est la direction du Trésor. Entre 1980 et 2007, il dit grosso modo, la perte d'emplois liée à la délocalisation, c'est 8700 par an, à comparer au flux d'emplois créés et détruits en France, qui est 2 millions par an. Donc, 8700 sur 2 millions. Pour l'INSEE, sur la période 95-2001, en moyenne, ce serait 13 500. Mais ils expliquent 13 500 emplois délocalisés, dont la moitié dans les pays à très forte valeur ajoutée. Donc seulement la moitié, vous retrouvez à peu près le même chiffre, pour les pays à main-d'œuvre bon marché. Donc tous les rapports sont là pour montrer qu'en réalité l'impact, même s'il est spectaculaire ici ou là, et que ça fait les titres des journaux, en réalité est assez faible sur l'économie, pour montrer d'ailleurs aussi comment au plan international, les délocalisations sont globalement favorables à la croissance économique et à l'emploi. Vous avez un exemple bien évident, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui délocalise énormément dans les pays de l'Est, y compris des pièces à haute valeur ajoutée,
ce qui ne l'a pas empêché de devenir, avec ses délocalisations, premier exportateur de biens de haute technologie devant les États-Unis, avec très exactement les mêmes facteurs de production qu'en France, à savoir le même coût du travail et la même monnaie. Le dernier point, c'est le mélange de l'industrie et des services. Ça, c'est un point extrêmement important parce que la frontière entre l'industrie et les services est en train de s'estomper. On ne vend plus un bien, on vend un usage. On vend, sur mon moteur d'avion, on vend de l'heure de vol. On va vendre de l'usage de voitures électriques. Et vous voyez bien dans un iPad qu'il y a la valeur de l'iPad, mais il y a la valeur de toutes les applications. Et qu'un fabricant de télévision va rentrer dans les usages de télévision. Donc c'est une énorme transformation, de telle sorte qu'il est très difficile d'apprécier encore l'acte industriel en lui-même. En fait, le libre-échange, parce que tout cet énorme progrès industriel réparti à l'échelle de la planète ne serait pas possible sans lui, le libre-échange, au-delà des arguties et des velléités politiciennes, le libre-échange s'impose tranquillement dans les faits. Il y a un petit village gaulois qui résiste, mais globalement, le protectionnisme a, au niveau international, une part très faible, et il n'existe pas de sommet du G8 ou de G20 où l'on ne proclame son attachement au libre-échange. La réalité est un peu plus compliquée, parce qu'il y a quelques exceptions dans les faits, voire même dans le droit mondial du commerce. La première exception, c'est la protection des industries naissantes. Alors ça, c'est une idée que l'on doit à un Allemand qui a très longtemps, il était né en 1789 en Allemagne du Sud. Il a vécu, s'est suicidé d'ailleurs jusqu'en 1846. Cet Allemand, c'est Friedrich List. Il passe pour, à juste titre d'ailleurs, pour le père de ce qu'on appelle le protectionnisme éducateur. Il s'agit de prendre une petite industrie, de l'éduquer pour la faire grandir. C'est la protection des industries naissantes ou la protection des industries dites dans l'enfance. Contrairement à ce que l'on pense, parce qu'on en fait le grand-père du protectionnisme, en réalité, d'une part, il n'était pas question pour lui de restreindre le commerce des produits naturels et des matières brutes. Il disait que dans ce domaine, l'échange est profitable à tout le monde, par aller de soi. Et deuxièmement, le protectionnisme, ouais, mais à une certaine phase, le début d'une industrie, dans certaines conditions, et il s'agissait dans son esprit d'une protection temporaire, le temps que l'industrie nationale puisse devenir compétitive. Ce qui est intéressant, c'est que cette thèse-là, elle fait l'objet d'un relatif consensus, discutable, mais d'un consensus, y compris au sein de l'OMC et du GATT, où elle inspire un certain nombre de dispositions propres aux pays en voie de développement. Je dis discutable parce que, par certains économistes, c'est la nature d'un projet nouveau de ne pas être rentable pendant une certaine période. Donc, on pourrait presque dire que tous les projets méritent des protégés, et qu'on pourrait justifier le soutien artificiel de n'importe quoi. Ensuite, on ne va pas faire n'importe quoi. Donc on va soutenir certaines plutôt que d'autres. Donc le soutien va forcément être sélectif. Et il va dépendre des pressions politiques, j'en dirai un mot, ou des préjugés favorables ou défavorables en faveur de telle ou telle activité. Et puis enfin, problème, ok, je l'aide, mais à un moment donné, il faut lever les protections. Et si on compte sur l'industriel protégé pour vous dire le moment où il veut lever les protections, vous pouvez attendre, bien évidemment, longtemps. L'autre pendant de cette thèse, c'est cette fois-ci la protection des industries menacées. Souvenez-vous, ça c'était Monsieur Prohiban, je vous avais raconté l'histoire. Menacées, déclinantes. Là encore, c'est pas simple, parce que
vous pouvez faire passer comme une industrie menacée, une industrie abandonnée par ses clients, abandonnée par ses banquiers, abandonnée par ses actionnaires. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste? L'État. Moi, quand j'étais ministre de l'Industrie, je recevais des gens qui me demandaient des aides. Je me disais, si je comprends bien, vous avez perdu la confiance de vos clients, vous avez perdu la confiance de vos banquiers, vous avez perdu la confiance de vos actionnaires, et vous venez me demander notre confiance. Ça jetait un froid en général, mais c'était efficace. Toujours est-il que, bon, vous voyez la difficulté. Donc on va dire Petroplus, Florange, menacé. Alors, de l'autre côté, vous pouvez dire, à un moment donné, il y a des industries qui ont une vraie valeur stratégique, qui correspondent à un véritable savoir-faire. On va vous sortir, inévitablement, Alstom. On va vous sortir PSA. La réalité, c'est que, d'abord, chez Alstom, la logique eût été l'intervention de fonds privés. S'il n'y avait pas eu un complot d'inspecteurs des finances pour essayer de racketter l'argent de l'État, il y aurait eu une solution privée, parce que c'est une entreprise en retournement à laquelle on pouvait faire confiance. Donc je ferme l'exemple d'Alstom. PSA, plus complexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché financier peut ne pas suivre. Voilà. Et donc en réalité, il faut toujours essayer de réparer les marchés financiers, mais vous pouvez à un moment donné avoir à suppléer les marchés financiers. Donc il faut se garder d'avoir une doctrine trop rigide, mais il faut quand même avoir une vision extrêmement sélective et surtout ne pas entrer dans la protection d'industries en déclin, dont on dira tout à l'heure à quel point ceci gaspille des ressources. Vous avez l'autre point qui est le gaspillage, les activités nationales sécuritaires ou dites stratégiques, la défense. Mon sous-marin nucléaire, mes missiles, pour ma dissuasion, oui. Au XIXe siècle, on disait quelque chose d'absolument stratégique, qu'on ne peut pas laisser au privé. Ce sont les chevaux. Donc, chaque période, bien évidemment, a sa propre vision de la stratégie, du stratégique défense. Et c'est vrai qu'on peut admettre que la protection du territoire a un coût. On invoque souvent l'argument indiscutable, les retombées technologiques importantes pour l'ensemble de l'économie. L'autre point, ce sont celui qui est le plus souvent mis en avant, c'est les représailles. Car le monde n'est pas totalement libre-échangiste. À commencer par les Américains. Et puis, vous avez des tas de secteurs qui échappent au libre-échange. Les services, on s'en plaint. L'agriculture, le textile, ne sont pas concernés par les règles de libre-échange. Moralité, vous pouvez, comme on l'a fait en Europe, subventionner 3,5 fois le prix du marché mondial, le sucre, ce qui, bien évidemment, tue les pays pauvres. Idem pour le coton américain, etc., etc. Donc le monde est loin d'être parfait côté libre-échange. Il est ce qu'il est. Et l'idée avancée, c'est que notre pays doit se protéger puisque d'autres pays en font tort. Alors allons-y gaiement, œil pour œil, dent pour dent. Alors ça, c'est un bon sophisme. Parce que si les autres pays décident de renchérir le prix des produits importés par des mesures protectionnistes, ce sont eux les premiers perdants. Il n'y a aucune raison pour les imiter dans leur erreur. Je vais prendre un exemple. Si les Américains, le gouvernement américain, veut empêcher l'importation de camembert aux États-Unis, de mon point de vue, il prive les Américains du plaisir de déguster un bon camembert, d'Isigny de préférence. Est-ce que c'est une raison suffisante pour empêcher des Français, par exemple, d'acheter un iPhone afin de punir la méchante Amérique ? 2 échanges valent mieux qu'un, mais un vaut mieux que 0. Et remarquez d'ailleurs l'idée absurde qu'il y a derrière la représaille. Il y en a 2. Si
priver un pays de ses exportations, c'est une punition. C'est d'abord reconnaître les bienfaits du libre-échange. Le libre-échange est en soi souhaitable. Deuxièmement, autre argument contradictoire, c'est-à-dire que souvent au niveau des sanctions internationales, pour vous punir, on vous impose un blocus, et là vous vous auto-imposez un blocus pour punir les autres. Va comprendre la logique du raisonnement. En réalité, derrière tout cela, il y a la protection camouflée de beaucoup d'intérêts. La protection invoque toujours l'intérêt général, elle sert toujours des intérêts particuliers. On l'a vu avec Bastia, nous adorons les entrepreneurs, mais on ne va pas les idéaliser. Les vœux d'un entrepreneur sont égoïstes, disait Bastia. Seuls les vœux des consommateurs sont altruistes. Le consommateur souhaite l'abondance, le producteur souhaite la disette pour faire monter les prix. Dès lors que l'État peut enrichir certains au détriment des autres, au travers de divers moyens de protection, tous les arguments sont bons pour justifier cette protection, et surtout, toutes les corruptions sont possibles. Ne vous trompez pas. Vous retrouvez là le phénomène de marché politique, des intérêts privés très coalisés, de l'autre côté un intérêt national très diffus. Ça suffit pour remporter la voix des politiques dans les deux formes de la corruption, qui sont la vente de mon soutien électoral, protéger nous, et notre syndicat, soyez-en persuadés, saura reconnaître les bons dans les urnes le moment venu, ou les corruptions financières, parce qu'il y a d'énormes sommes d'argent qui, bien évidemment, se jouent derrière la protection. Mais il y a quelque chose d'un peu curieux dans la protection. Tout le progrès de l'humanité, c'est de chercher la baisse des coûts. C'est de chercher la baisse des coûts de transport, les routes, les tunnels, les avions, les porte-conteneurs, les télécommunications. C'est de chercher l'efficacité maximum, les machines. Bref, essayer de supprimer tous les obstacles pour faire mieux, pour faire moins cher et pour faire plus vite. Et à chaque fois, la protection, qu'est-ce que c'est ? C'est d'essayer de recréer des obstacles artificiels. Ce qui faisait dire à Bastia, il n'y a qu'à boucher les tunnels. On pourrait dire, il n'y a qu'à dérailler les trains, il n'y a qu'à couler les bateaux, etc., etc. Enfin, tous ces obstacles artificiels vont, a priori, contre la loi du progrès. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais surtout, c'est que, en réalité, la protection durable appauvrit durablement. Fermer un marché, c'est contraindre le consommateur à acheter plus cher, on l'a vu, c'est un impôt. Pour sauver aussi quelques emplois inefficaces, on va prélever de l'argent et on va le prélever sur qui ? On va en réalité donner de l'argent mauvais, on va l'enlever au bon, il n'y a pas de miracle en économie. Un bien plus grand nombre d'emplois efficaces vont être ou détruits ou ne vont pas être créés. On privilégie l'emploi au détriment de la valeur ajoutée. Et toutes les expériences protectionnistes, d'un point de vue d'économiste, montrent que protéger durablement un secteur, c'est détruire les signaux des prix qui permettent l'adaptation permanente. Les prix, sur un marché, véhiculent un signal. Et priver un secteur ou une entreprise du signal des prix, c'est risquer, le moment venu, un décrochage par rapport au monde. Et c'est faire en sorte que les entreprises ne bénéficient plus
de leur insertion dans les mécanismes d'échange, de la loi des avantages comparatifs en se spécialisant naturellement dans les secteurs où elles sont capables de fournir la plus forte valeur ajoutée. Et on fait le choix absurde de préserver, autant que faire se peut, des secteurs non rentables. Toujours est-il que la mondialisation, en réalité, est quelque chose de, au-delà de ces quelques remarques particulières et de ces quelques petits secteurs de protection qui existent encore, la mondialisation est quelque chose de plus partagé. Enfin, le libre-échange est une théorie la plus partagée au monde. J'ai là la lettre d'un ministre socialiste de l'industrie. En tant que premier pôle commercial de la planète, l'Europe devrait bénéficier d'une part considérable des gains de prospérité tirés de la libéralisation du commerce. En effet, en particulier dans le domaine des produits industriels et des services. Sur 10 emplois créés dans les pays de l'OCDE, 8 le sont dans le secteur des services. C'est de ces emplois que l'Europe a besoin. Ce qu'il faut à notre continent pour maintenir sa position dans la concurrence internationale, ce sont des emplois en plus grand nombre, des salaires plus élevés, une concurrence accrue et des prix à la baisse. Une protection de secteurs non concurrentiels ne peut à la longue que se retourner contre nous. Ce qu'il faut à la place des mesures protectionnistes onéreuses, c'est ensemble mobiliser nos énergies dans la mise en place d'une restructuration dont nous avons besoin et que nous souhaitons. Le ministre de l'Industrie est suédois et c'est une lettre, un article co-signé avec le président du patronat suédois. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour dire que c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Même d'ailleurs, il existe tout un courant socialiste qui pense que la meilleure façon d'empêcher les super profits capitalistes, c'est de veiller en permanence à ce que la concurrence nationale et internationale fasse pression sur l'entreprise pour lui permettre de donner le meilleur d'elle-même au service du plus grand nombre. Dernier argument souvent évoqué, c'est la montée des inégalités. Alors, la montée des pays en puissance des pays à bas salaire est présentée dans l'opinion comme une cause de chômage, mais encore comme une cause de creusement des inégalités. La question de l'inégalité, rappelons-le, elle est différente de celle de la pauvreté. Vous pouvez avoir une diminution considérable de la pauvreté avec une montée des inégalités. En fait, quand un pays se développe, vous avez ce que l'on appelle la célèbre courbe de Simon Kuznets, qui est discutable d'ailleurs, mais enfin, qui sur le fond est juste, qui consiste à dire que les inégalités calculées en coefficient de Gini, etc., les inégalités ont tendance à se augmenter, puis à se réduire après. Et la réalité du monde aujourd'hui, c'est que, si je raisonne non pas en termes d'inégalité, mais en termes de pauvreté, en 1990, l'ONU avait annoncé ce qu'on appelle les objectifs du millénium 2015. Plein d'objectifs dans tous les domaines, dont un objectif en termes de pauvreté. Et cet objectif en termes de pauvreté, c'était de réduire de moitié le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ceci a été atteint en 2008. Pas en 2015, en 2008. C'est-à-dire la vitalité du libre-échange qui s'est généralisée dans la fin des années 80 et depuis. En fait, en réalité, si les inégalités entre pays reculent, c'est indiscutable, de même que la pauvreté, ce qui est vrai, c'est que l'écart de revenus à l'intérieur d'un même pays a tendance à augmenter. Quelles en sont les raisons ? Paul Krugman a écrit un livre « La mondialisation n'est pas coupable ». Selon lui, les véritables causes sont ailleurs. La baisse des rémunérations des moins qualifiés aux États-Unis, c'est le marché qui l'analyse, tient au fait qu'on a un peu moins besoin de moins qualifiés. Et qu'en revanche, l'économie du futur, celle de la créativité, de la matière grise, la civilisation de la connaissance, on a besoin de
plus en plus de gens créatifs et de gens qualifiés. Ce qui a tendance, bien évidemment, à creuser l'écart. C'est donc plus au progrès technique et à cette mutation de l'économie qu'il faut expliquer l'augmentation des inégalités, un peu d'ailleurs comme cette augmentation des inégalités s'était faite au XIXe siècle, au début du XXe, avec énormément d'entrepreneurs innovateurs. Ajoutez à cela le fait que le capital, qui est une partie importante dans le creusement de ces inégalités, particulièrement en France, pendant des décennies, il était régulièrement détruit par la guerre ou par l'inflation. Là, ça fait 30 ans qu'il n'est plus détruit par l'inflation et nous n'avons pas eu de guerre depuis 60 ans. Donc vous voyez que c'est l'explication tient plus dans ces facteurs-là que dans le libre-échange lui-même. Toujours est-il que le libre-échange a besoin de régulation. C'est l'OMC, à la suite du GATT, en 1947. L'idée initiale, c'était de se préserver à tout prix de la guerre, du nationalisme et du retour du protectionnisme dont on avait mesuré les effets pendant la grande crise des années 30. Et l'idée, c'était que si les marchandises ne peuvent pas franchir les frontières, les soldats le feront. Ça ne correspond plus du tout à l'économie d'aujourd'hui, mais ça correspondait à l'économie de l'époque. Ce qui est intéressant de dire, c'est que le GATT et l'OMC n'obéissent pas strictement à une logique de respect du libre-échange au sens où un tribunal peut faire respecter la liberté du commerce et de l'industrie, mais ils ont un objectif de réduction progressive d'ensemble des protections, de dicter un code de bonne conduite et de résoudre tous les conflits qui peuvent se poser avec 4 principes. Le premier, c'est la transparence. Le second, c'est le principe de la non-discrimination. Vous ne pouvez pas donner un avantage particulier à quelqu'un sans en faire bénéficier tous les autres. La réciprocité dans une logique de donnant. Chaque pays qui bénéficie d'un avantage commercial doit accorder, pas forcément le même avantage, mais un avantage équivalent. La tendance de l'OMC étant d'essayer de pouvoir faire des échelles de comparaison, de tout ramener au travers de droits de douane. Mais je le rappelle que tous les secteurs ne sont pas encore concernés par le libre-échange et que les négociations du cycle de Doha, qui ont été commencées en 2001 pour davantage d'ouverture, patinent toujours. Quoi qu'il en soit, je pense, et je terminerai par ça, que nous sommes dans une mondialisation. Le terme était d'Alain Minc, j'hésiterai à le reprendre, mais alors heureuse. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la mondialisation, avant même de penser aux marchandises, je pense que c'est la mondialisation de la démocratie, c'est la mondialisation du savoir, la mondialisation des cultures, la mondialisation de valeurs universelles, celles des droits de l'homme, qui, au bout du compte, font reculer l'oppression. Ensuite, parce que, manifestement, la mondialisation, c'est la chance des pays pauvres. Elle profite au plus grand nombre. Enfin, c'est vraiment le sens du mouvement. La pauvreté, la faim, la misère, l'oppression recule, la démocratie avance, l'éducation progresse, la santé s'améliore. Et les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays qui font le plus confiance au libre-échange dans les pays pauvres. Et ceux qui s'en sortent le moins bien sont les pays les plus fermés. Et ces pays-là ont connu au cours des dernières années une croissance économique par personne 2,5 fois supérieure à celle des pays développés et 3,5 fois supérieure à celle des pays en développement qui veulent rester fermés ou semi-fermés. Donc, l'échange, c'est l'échange de valeurs, c'est l'échange de la prospérité, c'est l'échange des connaissances. Nous entrons dans la civilisation du savoir et le partage des connaissances et du savoir accumulé, à mon avis, est un élément extrêmement fort de la mutation en cours. Je ne veux même pas dire j'échange ma connaissance. Il est très clair que
personne ne sait tout. Mais tout le monde sait quelque chose. Donc, on a intérêt à échanger. Mais quand j'ai une connaissance, si je la donne, à différence de ma voiture, je ne m'appauvris pas. Je garde la même. Et vous voyez, on en a déjà dit un mot, la transmission de cette connaissance se fait aujourd'hui avec le numérique, à coût marginal, nul. Donc vous voyez l'extrême importance dans la civilisation de la connaissance et de l'information du libre-échange des données, des savoirs et des cultures. De l'émergence d'une sorte de nouvelle civilisation du savoir, l'exemple de la musique, où vous avez vu formidable bouillonnement culturel, faire se métisser, faire s'entrépouser des cultures musicales extrêmement différentes. Au-delà, et je terminerai, de ces vertus économiques, de ces vertus civiques, de ces vertus éthiques, je pense qu'il y a intérêt à défendre la dimension éthique du libre-échange. Pourquoi ? Parce que c'est le recul de la coercition, c'est la confiance dans la liberté des hommes, la reconnaissance de leurs droits naturels, et c'est la chance, on l'a vu, donnée aux plus pauvres. Donc le libre-échange, ce n'est pas seulement la défense de notre prospérité. C'est bien plus que cela. Mais j'entends bien que l'on dise, mais c'est bien gentil ce monde du libre-échange, mais et nous, et nous, et nous ? Est-ce que nous n'allons pas être les perdants du libre-échange ? Je me suis amusé à faire ce petit tableau-là qui montre que rien n'est perdu en économie. Vous avez là, c'est pas la croissance industrielle parce que j'ai mal à la retracer, c'est le PIB par rapport au PIB. Vous avez tout au long de ces années 2 périodes, celle-ci et celle-ci. Avec une fausse modestie, je dirais que ici, c'était le gouvernement de 86, les privatisations et la politique industrielle que je mène, avec l'idée toute simple, toute bête, qui consiste à dire je vais arrêter de subventionner les canards boiteux. Toutes les subventions aux canards boiteux, c'est de l'argent que je prélève sur les entreprises saines pour le donner à des entreprises malsaines. Donc il vaut mieux faire, avec accompagnement social bien sûr, mais le ménage pour faire redémarrer l'économie. Deuxième ici, ça c'est quoi ça ? Ça, c'était ministre des Finances ici, c'était le fait que l'économie à l'époque était totalement étouffée par des taux d'intérêt réels records. Quand il est plus intéressant de placer son argent sans risque dans des obligations d'État que de l'investir à risque dans l'entreprise, l'économie marche sur la tête. Donc il fallait d'urgence rétablir des taux d'intérêt normaux, les faire baisser, et avec une seule façon, c'était de faire baisser la dépense publique. Nous avons fait baisser la dépense publique, 5, 4, 3, 2, etc. Vous savez, c'était l'idée qui permettait en plus d'avoir l'euro, donc 1 point de PIB par an. Ça a permis le redémarrage de la croissance. Aussi pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et je terminerai par ce crayon, ce simple crayon. Je vous ai parlé de ce crayon Made in Monde. Celui-ci, c'est le nouveau crayon. Le nouveau crayon Made in Monde, pas celui tout à fait que je vous ai raconté. C'est le crayon Faber-Castell depuis 1861. Ils ont voulu innover. Alors vous avez ça, des petites gouttelettes qui ont été mises grâce à des machines extrêmement pointues sur des robots. Alors il y a 156 gouttelettes de lac de la taille d'une épingle, etc. Donc il a fait énormément bosser pour faire ça. Il est taillé en triangle. Il fallait des machines, là encore, investir. Le bois est un nouveau bois, mélina, croissance plus rapide, etc. etc. Un nouveau graphite, 5 couches de lac avec des couches ultra fines qui raccourcissent le temps de séchage, etc. etc. L'innovation. L'innovation. Donc, la seule, pour avoir sa part dans ce nouveau monde, plein de richesses futures, on en a dit un mot. Ce nouveau monde du libre-échange, l'histoire a prouvé qu'on était capable de retrouver une production
industrielle et de services compétitive. Il y a une seule condition, la créativité. La créativité, cela repose sur des entrepreneurs motivés, récompensés, qui mélangent leur talent et le talent de ceux qui travaillent avec eux, motivés et récompensés, avec du capital, beaucoup de capital profitable. Et si vous estimez que nous avons progressé dans cette direction depuis quelques mois, vous me surprendriez. Mais en tout cas, ceci indique la direction à suivre. Je vous remercie.